gestion de crise, adaptabilité, gestion des périodes de crise. Donc on a un certain nombre d'éléments qui nous permettent effectivement de mettre les briques entre compétences des sportifs et de l'autre côté ce que peuvent rechercher les entreprises. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail et donc là je vais poser ma première question à Séverine. Donc Séverine, tu défends l'idée que les sportifs de haut niveau constituent un vivier de talents encore largement sous-exploité. À ton avis, pour quelles raisons les entreprises ont-elles encore du mal à identifier ce potentiel ? Alors, il y a une chose déjà, il peut y avoir la façon dont on voit un athlète. Un athlète demain qui fait du sport et du sport de niveau, on va considérer qu'il n'est pas disponible, on va considérer qu'il n'est pas formé, et on peut considérer aussi que si on lui donne un travail par rapport à certaines personnes dans les actes qui avaient un job et qui ne se présentaient pas au travail. Donc c'est des choses où on peut les mettre dans une catégorie où on ne va pas avoir toute cette expertise et cette compétence. Or, aujourd'hui, pour moi, notamment les nouvelles générations qui ont eu plus de moyens pour conjuguer sport et études, voire sport et travail, ils ont vraiment une structuration qui est hyper intéressante et il faut leur faire confiance. Il faut prendre le temps de les rencontrer, comme aujourd'hui, de comprendre qui ils sont, de quel sport ils viennent, quelles sont leur expertise personnelle, leurs compétences et comment ils peuvent être demain dans un poste dans une entreprise. Voilà. Et ça, c'est des choses avant où on ne prenait pas assez le temps. Et pour moi, il y a toute cette compétence-là aujourd'hui, quoi. Avant, vous étiez sportif de haut niveau, on vous disait très bien, super, mais tu travailles, mais tu sais faire quoi? Voilà. Et on va être très honnête, il y avait les contrats d'insertion professionnelle. Trop d'athlètes, il faut aussi se le dire, c'est des choses vraies. Moi j'ai vu des collègues qui ne se présentaient pas au travail, donc ça ne donne pas envie non plus aux entreprises de réaliser toute l'expertise et la compétence qu'un athlète peut avoir. Il y a eu un énorme de travail de fait, je pense que beaucoup d'athlètes se sont remis en question, puis il y a un collectif, et aujourd'hui on a un certain nombre de choses qui fait que tout ce qu'on vient d'évoquer, on va voir apprendre, parce que je pense qu'un athlète il sait se former en permanence, il est innovant pour rester, parce qu'on a des athlètes aussi qui vont de plus en plus dans le temps. Voilà, on n'est plus à se dire 35 ans, t'as la retraite, c'est fini, t'es plus bon à rien. C'est faux. On va aussi vers des athlètes qui ont des durées de vie plus longues, comme dans l'entrepreneuriat et dans le monde du corporate. Donc les athlètes comprennent aussi ça et se forment aussi. Et puis il y a beaucoup plus maintenant de passerelles, et comme ici on communique beaucoup plus, et on voit aussi beaucoup plus d'athlètes mise en valeur et puis beaucoup plus de communication. Voilà. Très bien, merci. Petite question pour Gaylor. Tu parles d'adaptation comportementale. On en a parlé tout à l'heure. J'aimerais que tu nous expliques, notamment aussi par rapport à ton parcours, si tu penses que l'intelligence relationnelle s'apprend davantage sur le terrain de sport que dans une école de commerce. Alors pour moi, c'est assez lié. Je parle souvent de l'esprit caméléon. L'esprit caméléon, en fait, c'est savoir s'adapter à différents environnements. Au niveau du sport, quand on joue dans un club, dans une équipe différente, le style de jeu est complètement différent. Quand on joue contre un adversaire, on ne va pas jouer de la même façon, tout est étudié. Quand on arrive en entreprise, les profils sont différents, puisque c'est un univers qu'on ne connaît pas forcément. Donc il y a un gros travail d'observation à avoir, il y a des codes à comprendre, un langage à intégrer. Chaque entreprise a son propre langage. Et puis c'est dans ce sens-là que je parle d'adaptabilité, puisque le sportif il a l'habitude de le faire depuis le centre de formation et même au niveau amateur. C'est-à-dire qu'on sait déjà contre quelle équipe on va jouer, quel est le niveau de l'équipe, où est-ce qu'elle est classée en termes de championnat. Dans l'entreprise, on arrive dans le flou et on apprend, on observe, on parle avec les gens et on communique avec eux pour qu'ils puissent nous comprendre. Et c'est dans ce sens-là que j'ai dit que le sportif, il a un peu plus de facilité à s'adapter puisqu'il observe et puis il reproduit.
Merci, merci Léna. Question pour Bernard. Donc Bernard, tu travailles au croisement du sport, des territoires, de l'ESS et de l'entreprise. Selon toi, pourquoi le sport reste-t-il un outil aussi puissant pour créer des passerelles entre des mondes qui ne se parlent parfois que très peu? On n'est pas préparé, c'est live. Hein, exactement, c'est une petite discussion entre amis, tranquillement. Exactement. En fait, moi j'ai toujours cru au sport comme facteur d'intégration et au sein de l'entreprise. La difficulté souvent, c'est que, en fait, il y a deux réponses, si vous voulez. Il y a une réponse que je vais continuer à faire au sein de l'entreprise, et après il y a une réponse sur les territoires. Donc la réponse au sein de l'entreprise, c'est que le sport crée des passerelles entre des mondes, mais attention, dans l'entreprise, il y a des codes. Ce que tu disais, c'est qu'il y a des codes, et je vais prendre l'exemple de Séverine, puisque Séverine a intégré depuis peu le cabinet où je travaille, Ridge Conseil, mais par contre, pendant un an, elle est intervenue sous forme de prestation auprès de notre cabinet, et ça fait déjà 15 à 20 ans qu'on se connaît, et tu intervenais déjà à cette époque-là auprès du cabinet dont on est issu, KPMG. Donc en fait, c'est déjà longue attente et une longue expérience, une pratique que tu as du monde de l'entreprise. Néanmoins, je me souviens, je ne te l'ai pas dit, mais il y a 1 an et demi, ça faisait 6 mois que tu étais là, sans être là, parce que c'était en prestation, mais quand même, tu étais presque là tous les jours. Il y a des gens qui me disaient, mais Séverine, elle est géniale, elle s'est vachement bien présentée et tout, mais elle n'a pas nos codes quand même. Elle n'a pas nos codes. Je dis, ben ouais, t'as raison, on n'a pas nos codes. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour qu'elle acquiert nos codes aussi? Eh bien, indépendamment de discussions qu'on a pu avoir, je pense qu'un des facteurs facilitants de l'intégration, c'est une sorte de coaching interne qui doit se faire. Et là, il a été mis en place par l'intermédiaire d'une personne, Mélanie Delaby, ici présente, que je ne citerai pas. Et donc, Mélanie, elle a été mise, elle travaille dans mon équipe dédiée à l'ESS, et elle a été mise à disposition en fait de Séverine pour ouvrir un peu les portes de l'entreprise et des codes. C'est pas grand chose, mais c'est l'essentiel. C'est-à-dire que sans Mélanie, Séverine ne serait pas là, en tout cas chez Ridge, aujourd'hui, parce qu'elle a permis finalement d'ouvrir les clés, d'aller voir les bonnes personnes, de présenter avec les codes Séverine. Et puis, bien sûr, tout le monde après comprend bien que le sportif de haut niveau, il ne vient pas du même univers. Mais encore faut-il que quelqu'un soit là. Et moi, je pense que ça aurait été une erreur. D'ailleurs, ça a été pratiqué. Ça a été pratiqué dans d'autres cabinets, et que je connais bien, où on a intégré des sportifs de haut niveau, comme ça, débrouille-toi, on te donne les clés, un organigramme, et tu vas te débrouiller. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce qu'il y a une culture spécifique à l'entreprise, il y a des silos, encore ce matin j'en parlais, on est souvent dans des silos, il faut créer des liens entre les silos, et on organise chez Ridge un tournoi interne de sport, on en parlait encore ce matin, le tournoi interne c'est super important pour que les gens changent de ligne, côtoient d'autres personnes, et donc c'est fondamental, mais j'y reviendrai après, d'une relation transversale dans l'entreprise. Ça, c'est la première chose. Après, sur les territoires, clairement, l'idée, c'est de créer des alliances sur les territoires. Il manque de moins en moins, et il y a de moins en moins d'argent. Donc, sur les territoires, si vous voulez faire vivre des projets, il n'y a pas 40 solutions. Il faut mettre autour d'une table des acteurs publics, collectivités territoriales notamment, les entreprises, les pouvoirs publics et le monde associatif. Et une fois que vous avez ces gens-là, et le monde associatif, quand je parle de monde associatif, j'associe aussi le monde syndical. Donc en fait, vous avez tous ces acteurs autour d'une table, et souvent, par expérience, d'ailleurs rien d'écrit, mais par expérience, le sport est un élément fédérateur, où tout le monde parle de la même chose, et où on peut, par exemple, insérer des populations éloignées de l'emploi, ou étant en situation de handicap, etc., etc. On arrive effectivement à faire travailler tous ces gens-là ensemble, parce que là, en plus, c'est pas donné. Chacun a ses codes. Le code d'un syndicat, c'est pas le code d'une asso, c'est pas le code d'une entreprise. Donc il faut bien pouvoir se parler. Et ça, l'expérience, c'est que le sport y aide. Voilà, tout simplement.
Merci Bernard. Maintenant à Sébastien. Sébastien, tu as quitté le terrain pour entreprendre. Est-ce que tu peux nous indiquer quelles compétences que tu as acquises dans le sport qui te sert encore aujourd'hui, presque quotidiennement dans ton activité? Alors, je vais essayer de me présenter pour que vous puissiez comprendre d'où je viens, pour répondre à cette question. Exactement, très bien. Moi, je suis Sébastien Lallet, je suis un sportif de haut niveau, j'ai fait du football américain, équipe de France, équipe professionnelle, champion de France, champion d'Europe. Et non, et je joue au mousquetaire, je sais que. Et du coup, éducateur spécialisé. Ça veut dire que la journée, je suis éducateur spécialisé. Le matin, je me lève très tôt, je vais au kiné pour me mettre en forme. Le soir, je vais m'entraîner, je vais à la muscu. Et le samedi matin, je suis avec des jeunes. Et le samedi soir, je joue en Allemagne devant 40 000 personnes. C'est ça, en fait, mon quotidien. Voilà. Je me blesse, j'arrête le sport. Du coup, on appelle ça la mort, un peu la mort lente. Bon, c'est ça qu'on appelle quand on sait aussi quoi faire. On a un objectif qui n'est plus le même. Et du coup, je constate un problème. Et je rends compte que je me dis, mais les joueurs qui veulent aller dans des grandes universités américaines pour faire du football américain, ils consomment, ils boivent des boissons qui sont mauvaises pour leur santé. Je ne vais pas nommer les noms, mais vous savez, c'est avec le taureau et c'est avec le monstre. Bref, parce qu'ils veulent avoir le petit coup de boost. Et nous, dans l'équipe, on est certains joueurs qui jouent depuis très longtemps et en fait on consomme des produits qui sont bons pour la santé, et on est bon pendant le match et on est bon aussi après le match. Voilà, c'est ça en fait, c'est un peu l'idée. Et je trouve que ces boissons-là, elles ne sont pas assez marketées. Il manque quelque chose. Donc avec du culot, je vais à la région de France. Mais vraiment, quand je vous dis beaucoup de culot, c'est beaucoup de culot. Ça, c'est d'ailleurs un des premiers soft skills, c'est que en fait, on n'a pas peur. Donc en fait, on y va et en fait, on dit let's go. Et je me retrouve à la région de France et je leur dis j'ai une boisson qui peut révolutionner, qui peut concurrencer le grand Red Bull. Ils me disent mais c'est complètement fou, vous êtes qui, vous sortez d'où? Je leur dis j'ai pas fait l'école de commerce, j'ai pas fait de marketing, pas fait de finance, mais je veux monter une start-up, voilà. Ils me regardent et je pense qu'à la base ils ne voulaient pas me prendre, pour être honnête avec vous. Ils n'avaient pas eu le temps de me prendre et j'arrive comme ça, voilà. Mais ils m'ont pris. Je me retrouve du coup dans l'incubateur le Perco, il n'y a que des gens qui ont fait des grandes écoles. Moi je suis là, je me retrouve là, le premier jour je me dis j'ai rien à faire là. Le lendemain je me dis mais en fait tout le monde, ils ont des langages, je ne comprends pas, MRR, ARR, langage de start-up, littéralement. Vous verrez, mais moi pour le moment, je vous assure que ce n'était pas du tout évident. Et en fait ce qui se passe c'est que, et c'est là je pense que c'est la qualité première de la sportive de haut niveau, c'est l'adaptabilité. En moi je me dis c'est pas ça, t'es là, t'as de la chance d'être là, c'est une chance littéralement. Je suis le seul à être là, il n'y a pas d'autres personnes qui me ressemblent. Donc du coup, en fait, on va faire, quand je suis arrivé, quand j'ai commencé, à l'époque, back in the day. à l'époque. Donc voilà. Et là, je me dis, t'as pas le choix de t'adapter. Et en fait, je me suis mis dans une bulle, et c'est là où le cerveau du sportif de niveau, parce que le sportif de niveau, c'est que dans la tête. En vrai, le corps, ça va, mais dans la tête, c'est quelque chose qui est différent. Et en fait, on se met dans une bulle, et on apprend, on lit des livres, et en fait, on va essayer de tester. Et en fait, nous, on est beaucoup dans on va tester, ça fonctionne, etc., comme un entraînement. Je ne peux pas aller là, j'apprends, je dois être créatif. Maintenant que j'ai compris, je dois être créatif. Parce que du coup, maintenant qu'on a compris, en fait, on doit créer en fait, un business, parce que moi, j'ai que l'idée à l'époque. Je comprends que ce que le Perco va m'apporter, c'est la posture entrepreneuriale. Donc je comprends aussi vite que je dois apprendre autre chose qui sont du coup des hard skills, alors pas des gros hard skills, mais un peu de finance, un peu de marketing, un peu de. Voilà. Donc je vais dans un incubateur qui s'appelle Déterminé. Et en fait, pendant 6 mois, je fais les deux, entre le Perco et les terminés. Et en fait, je ne m'arrête pas, je m'arrête pas. Et du coup, c'était il y a 1 an déjà, plus d'1 an maintenant, et en 6 mois, du coup, j'ai fini lauréat du Perco de l'incubateur de la région. Devant des gens qui avaient déjà levé des fonds, devant. Mais c'est pas fini, parce que c'est que le début de l'aventure. C'est que le début de l'aventure. Donc maintenant, je sais pitcher, c'est parler en public. Je sors en moi, en fait, un peu aussi un peu leadership, parce que du coup, en fait, on n'a jamais fait ça. Donc je me dis, ok, d'accord. Donc j'ai compris, mais maintenant, il faut transformer. Donc je développe Compay. Je vais vous montrer. Donc je développe Compay, qui est un tout petit shot, entièrement organique, avec 5 ingrédients: eau de coco, gingembre, citron vert, pimentel et sucre de canne. En fait, tout ce qu'on vend, on peut goûter à la fin. Il y a des petits, voilà. Donc, vous pouvez pas goûter. Donc, moi, je le fais de manière artisanale, et en fait, on doit le passer de manière industrielle. Alors, autant vous dire que c'était le pire moment de ma vie.
parce que en fait, il faut parler des ingénieurs, il faut parler en fait des ingénieurs agroalimentaires, il faut financer tout ça parce que ça a un coût. Et du coup, marketing, exactement. Donc moi, en fait, je me dis, j'ai pas même marketing, donc je vais devoir apprendre à parler en public. En fait, on apprend, on fait des concours. Je pitch devant, je me retrouve à pitcher, encore une fois, du culot, devant des banques américaines. Et en fait, je me retrouve avec Déterminé, donc je suis encore lauréat avec Déterminé, l'autre incubateur, et je pars aux États-Unis. Attendez, c'est normal. Et du coup, je pars aux États-Unis. Et là, je pitch, du coup, on paye du coup, en fait, aux États-Unis. Et du coup, je dois pitcher en anglais, on doit s'adapter, parce que du coup, ça remonte encore une fois de start-up, mais là, du coup, à l'international. Donc là, c'est plus du tout la même chose que juste en France. Donc, tout va très très vite. Et du coup, je dois apprendre, du coup, je dois comprendre, entre guillemets, les paliers de la finance. Pré-seed, seed, série A, série B, pour savoir, pour ceux qui ça parle, c'est des mots que je ne connaissais pas, mais je l'apprends. En fait, c'est ça la force de niveau, c'est que la force de vouloir apprendre, elle est beaucoup plus forte que quelqu'un qui ne fait pas de sport. Parce que nous, en fait, on veut performer. Et là, aujourd'hui, je vous le dis, quand j'ai commencé, je voulais être numéro 1 français sur les 3 prochaines années. Aujourd'hui, je vais être numéro 1 mondial sur une vie entière. Voilà, donc j'ai une vie entière pour que ce produit-là, ou la marque qu'on paie, soit en fait une boisson connue mondialement. Voilà. Et ça, c'est que parce qu'on fait du sport de niveau, qu'on arrive à avoir des visions long terme. Et en fait, à tous les jours, je me réveille, tous les jours, je me dis, je suis capable, est-ce que ce que je vais faire aujourd'hui va avoir une importance pour mon business? Oui, alors je le fais. Sinon, je le fais pas. Et donc, je ne fais que ça. Voilà. Désolé, j'ai un peu trop parlé. Ah non, c'était très intéressant. Et donc, du coup, voilà, juste pour finir, on paie, moi je suis martiniquais, on paie en créole, c'est mon pote, mon partenaire. Donc, vous faites les valeurs du coup de l'esprit d'équipe, en fait, du football américain et du sport collectif. Mais en anglais, je sais que les 5 premières de compétition. Donc là, on ne peut pas rentrer, vous avez vraiment pile poil, en fait, l'ADN du sport dans le produit. Donc voilà, c'est pas ça d'aller sur LinkedIn, n'hésitez pas. et puis arrêtez pas. Donc l'adaptabilité. Oui, voilà, complètement. Ok, merci pour ce partage d'expérience, Sébastien. Je vais revenir à Séverine. Séverine, cas pratique. Imaginons que je sois une DRH, pas facile, et que tu aies 1 minute pour me convaincre de recruter un ancien sportif plutôt qu'un profil classique. Quel serait ton argument ou ton argumentaire principal? Pour convaincre le DRH, c'est ça? Exactement. Ma capacité, déjà j'arriverai en ayant un point que pas assez haut, et je pense qu'un athlète, si tu lui expliques, comme tu viens d'évoquer précédemment, c'est de bien comprendre l'entreprise. Donc je vais considérer que je suis un athlète qui a pris le temps de, 1, comprendre qui est l'entreprise, son secteur d'activité, 2, la DRH, qui elle est, j'ai pris le temps de la comprendre, et j'ai pris le temps d'aller étudier, avec ChatGPT ou Claude ou toute seule, c'est quoi la stratégie. Et à partir de là, je vais être en capacité de comprendre ma plus-value pour l'entreprise. Et avec tous ces éléments, je vais lui dire qu'aujourd'hui, j'ai une capacité à apporter une plus-value à l'entreprise, avec une agilité et un esprit d'équipe pour performer et faire gagner de l'argent à l'entreprise. Ça peut parler pas mal, ça. Ça marche. Parfait, exactement, très bien. Merci beaucoup Séverine. Gaylor, une petite question également. Donc là, plutôt simple. Selon toi, quel est le trait comportemental que l'on retrouve le plus souvent chez les sportifs qui réussissent leur conversion? Tu peux faire un parallèle avec ton expérience. Alors je vais faire original et je reviens sur l'adaptabilité. Il y a l'adaptabilité, bien évidemment, et il y a le désir de dépasser ses objectifs. Après, je vais parler pour moi, personnellement. À chaque fois que j'ai intégré des structures, j'ai appris
Donc j'ai d'abord appris à savoir ce que faisait l'entreprise. J'ai appris à connaître mes collègues. Et je me suis toujours dit qu'il faut que j'apprenne le travail que je dois faire et que j'apporte la touche Gaylor. Et la touche Gaylor, en fait, elle vient sur l'observation des produits qu'on vend ou bien de ce qu'on propose et de quelle façon est-ce que je pourrais améliorer ou bien aider l'entreprise à gagner un peu plus d'argent par rapport à ce qu'on fait. Et le parallèle avec le côté sportif, c'est que moi, après je vais raconter aussi une anecdote par rapport à moi. C'est quand je suis allé jouer en Angleterre les premières années, j'étais un joueur, j'étais monsieur tout le monde. J'avais un coach qui me disait tu es très fort, mais qui es-tu? Et je ne comprenais pas cette question. J'avais un profil très introverti, donc je pouvais me libérer sur le terrain, mais en dehors du terrain, je ne parlais pas beaucoup avec les gens. Et ce qu'il m'a dit, c'est il faut avoir de la personnalité. La personnalité va faire en sorte qu'on va te voir. Donc tu dois devenir une lumière. Et la phrase qui m'a dit, c'est What makes you different? Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que toi tu es différent des autres? Et je ne savais pas lui répondre dans un premier temps. Et il m'a sorti les statistiques, c'est-à-dire le nombre de joueurs licenciés qu'il y avait en club professionnel, le nombre de joueurs licenciés qui n'étaient pas professionnels mais qui voulaient devenir professionnels. Et moi qui avais la chance d'être dans ce club qui n'était pas encore professionnel, comment est-ce qu'on va me voir parmi toutes ces personnes-là? Donc c'est un état d'esprit que j'ai gardé en venant en entreprise. Donc bosser déjà en gardant l'esprit d'équipe, puisque moi je viens du football. Le football, c'est pour moi le sport collectif le plus individualiste, puisqu'un footballeur, il faut savoir qu'il signe des CDD. Donc je reviens à ce que tu disais, il y a une gestion du stress qui est hyper importante et beaucoup de paramètres à prendre en compte. C'est-à-dire que plus on arrive vers la fin de notre CDD, plus il faut se faire voir. Il faut être titulaire, il faut qu'on soit apprécié des supporters, il faut avoir une bonne communication, il faut faire attention. Jusqu'à ce qu'on re-signe un nouveau contrat. Et il faut qu'il y ait des projets intéressants qui viennent si jamais on est amené à partir de notre club. Et en entreprise, c'est différent. En général, on signe des CDI, on peut signer des CDD, mais à travers ces CDI, moi j'ai appris en fait à gérer mon temps sous CDD. Je garde cette cadence dans mon CDI et là j'essaie d'apporter un maximum de choses. Et en général, en entreprise, on aime les gens qui proposent de nouvelles solutions ou qui ont des idées en brainstorming, etc. Tout n'est pas à récupérer, mais la proposition elle est toujours bonne à prendre. Très bien, merci pour ce partage également. Bernard, donc une question peut-être moins pratique, quoique. Quelle erreur commettons le plus souvent lorsque l'on cherche à utiliser le sport comme levier d'impact? Dans l'entreprise, c'est ça? Oui. En fait, moi je pense que l'entreprise elle a une vision, elle ne connaît pas non plus le monde, déjà à partir de là, c'est que l'entreprise elle ne connaît pas le monde sportif. Très rarement, alors il peut y avoir un ou deux individus à l'intérieur qui le connaissent, mais globalement ils ne connaissent pas. Ça tombe bien, vous ne connaissez pas non plus le monde de l'entreprise. Donc il va falloir faire un pas les uns vers les autres. Donc là c'est la première chose. Et donc, le plus facile, effectivement, pour répondre à votre question, c'est de dire « Ah ben tiens, le sport, ça va nous servir de valorisation de la marque. » Souvent, c'est ça. Le sponsoring, on le voit un peu partout. Donc, c'est super d'avoir sur une voile le nom de l'entreprise. Enfin, voilà. Donc, c'est plutôt un support de valorisation d'une marque. Et en fait, ils sont très peu, finalement, très peu de personnes imaginent l'apport du sport en interne